Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je suis avec Max Wax. Alors, on s'est rencontrés au Salon de Lyon assez récemment et c'est pour ça que je voulais vous partager aujourd'hui, peut-être pas son quotidien, mais en tout cas ses aventures. On va parler raid humanitaire, moto, on va parler également d'Afrique, mais avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oh, en deux mots, Max, alias Max Adventure, passionné d'aventure, de voyage et de moto. Donc on essaie de combiner tout ça et puis ça part le plus souvent possible pour profiter au maximum de la vie et de belles découvertes. Alors d'où te vient cette passion pour la moto? La moto, bah déjà mon grand-père faisait de la moto sur une Tero à l'époque. Mon père ensuite, qui était motard dès qu'il a pu rouler à moto, il était sur une moto en fait. C'était vraiment sa vie, sa passion. On était toujours un petit peu en conflit sympathique dans le sens où lui était plutôt pistard, la route, le bol d'or, l'île de Man, etc. Et moi c'était plutôt motocross et tout terrain. Donc lui roulait toujours comme ça et moi je roulais toujours comme ça. Mais bon, voilà, c'était. Et puis voilà, j'y suis venu dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès qu'on a le droit de rouler en France à moto. Et ça remonte à quand cette passion? La passion de la moto, j'avais 14 ans, c'était les petites mobs, et puis après très vite c'est la moto, tout terrain, motocross, voilà. Et aujourd'hui je fais toujours aussi beaucoup de VTT pour vraiment trouver les automatismes moto et retrouver toutes ces sensations. Et tu te souviens de ta première moto? Ah oui, ma première moto c'était un Fantic 80. Ouais, ça remonte hein, parce que j'ai quelques années quand même. Donc, oui, un Fantic 80, un petit peu bricolé, trafiqué, mais ça marchait super bien. C'était l'époque, tout le monde avait les 125 DTMX, c'était la grande mode. Yam qui avait sorti ça et on se tirait la bourre. Et moi, avec mon petit 80, j'étais pas ridicule. C'était bien. Ouais. Et ton premier voyage, c'était où? C'était quand? Ah, mon premier voyage, c'était en Asie. Je suis parti en Asie. En fait, j'ai beaucoup, ça m'a plu. J'ai fait beaucoup l'Asie et puis après, j'ai fait beaucoup le continent sud-américain. Et puis là, ça fait maintenant de nombreuses années que je suis sur le continent africain. Et heureusement que je termine par le continent africain parce que si j'avais commencé par le continent africain, j'aurais jamais vu les autres. Parce que c'est vraiment un continent, quand on connaît les autres, qui est très particulier, qui vous prend, qui vous envoûte et même si on vit parfois des moments difficiles, des galères, des choses comme ça, on n'a qu'une envie, c'est vraiment d'y revenir, quoi. L'Afrique, ça vous happe, ça vous prend, c'est extraordinaire. Avant de parler de l'Afrique, est-ce que tu pourrais nous présenter la monture avec laquelle tu es venu aujourd'hui, s'il te plaît? Eh ben ça, c'est Vega, ma fidèle T7, qui a maintenant 4 années, ça commence à faire. D'ailleurs, ben là, je suis rentré d'Afrique au mois de janvier et c'était son dernier voyage, je pense, africain, parce que il y a une nouvelle qui va arriver. Donc, ça me fait un peu de la peine de m'en séparer parce que c'est un peu ma maîtresse, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous deux. Quand tu es seul sur les pistes, tu lui parles, enfin, il se passe vraiment quelque chose. Donc, un petit pincement au cœur quand je vais changer de monture malgré tout. Mais ce sera toujours chez Yamaha, ce sera toujours sur une Ténéré 700 qui vient de notre ami Thierry de chez Mototech. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier pour son accueil, vraiment très très sympa. Alors pourquoi ce nom, Vega? Vega, ah, une grande histoire. Vega, c'est quoi? Ben, Vega, déjà, c'est la 5e étoile la plus lumineuse dans le ciel. Alors pourquoi la 5e? J'aurais pu prendre la première, la deuxième, la troisième. Non, la 5e, parce que 5, c'est aussi 5 comme les doigts de la main. 5 comme la main qui se tend. La main qui se tend vers l'autre, la main qui se tend vers toi pour te saluer, la main qui se tend pour aider. Et puis Vega, c'est donc cette étoile qui fait partie de la constellation de la Lyre et qui, à l'époque, il y a des millions d'années, servait d'étoile polaire à ceux qui étaient un petit peu perdus et qui, dans des millions d'années, on ne sera plus là pour le voir, et qui sera à nouveau, c'est des cycles, qui sera à nouveau l'étoile polaire qui servira à diriger les aventuriers et ceux qui sont perdus dans la nature.
Est-ce que tu as réalisé l'ensemble de tes aventures en Ténéré 700? Alors non, j'ai commencé sur une autre marque. Euh, et puis, euh, et puis, une moto qui était beaucoup trop lourde. Euh, alors Ténéré, oui, c'est 200 kilos, hein, un T7, mais elle est quand même bien affinée. Et puis, elle passe partout. Il y a un super couple. C'est vraiment une moto fantastique. Et je vais, ouais, comme je disais, je vais m'en séparer à regret, mais je vais reprendre la même en fait. Et quel équipement emportes-tu avec toi quand tu pars loin d'ici? L'équipement sur moi ou l'équipement en général? Parce que Les deux. les deux, bah, l'équipement, nous, notre carrosserie, ben, voilà, c'est tout ce qui compose les bottes, le pantalon, la veste, le casque, les gants. Et depuis 2 ans maintenant, un gilet airbag aussi. Ça, je ne pourrais plus m'en passer. Gilet airbag in emotion. Et voilà. Après, le reste de l'équipement, eh bien, c'est toujours pareil. Quand on part, il faut toujours bien calculer hein, sur une moto. Le problème, c'est l'encombrement, c'est le poids, c'est donc le moins possible, mais il y en a toujours trop. Tout ce que je prends sur la moto, voilà. Après, j'ai toujours une réserve d'essence parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on est dans des endroits où il n'y a pas trop d'essence. Donc, un petit réservoir des Airfox que je remplis en fonction des étapes que je vais faire et que je vais pouvoir gérer. Maintenant, on arrive globalement à trouver de l'essence partout en Afrique. Alors, pas toujours de très bonne qualité. Donc, voilà. Mais j'ai un filtre à essence de Googlatech là, dans le réservoir qui permet justement de tout filtrer, même l'eau, parce que souvent, quand on achète à la sauvette de l'essence dans des bidons, ils rajoutent un peu de l'eau. Et bon, voilà. Donc, ça filtre même l'eau. Donc, Ok, ton réservoir d'appoint supplémentaire, il est de combien de litres, s'il te plaît? ah, j'ai un Desertfox de 20 litres, mais que je remplis jamais sur 20 litres. Au maximum, je vais remplir 15 litres, suivant les étapes, parce que c'est quand même une super moto qui consomme pas beaucoup, sauf parfois quand on remonte le Sahara, vent de face, tempête de sable, ben ouais, de 4 litres 4, on peut monter à 7 litres 7, ça m'est arrivé. Donc là, faut bien calculer sa consommation et bien gérer un peu tout, quoi. Ok. Mais ça va. Combien de kilomètres as-tu parcouru à son guidon jusqu'à aujourd'hui? Alors là, on est à peu près à 70 000. Ok. 70 000, j'ai fait 4 fois l'Afrique avec cette moto. Et ouais, Elle m'a jamais, elle m'a jamais déçu, elle a toujours été là. Je lui ai beaucoup parlé, c'est vraiment une grande histoire. Et elle a toujours été présente, même dans des moments très très difficiles. Elle m'a bien sauvé la mise. Alors j'avais préparé une question, si tu devais en changer, tu repartirais sur quel modèle ou quelle marque, mais je pense que tu as déjà Ah bah répondu à ça la y est, question. elle est en commande, elle devrait arriver, je l'attends, là, courant avril. Et puis bon, celle-là, elle va pas partir très loin parce que je vais la donner à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui partage comme moi la passion de l'Afrique et qui saura en faire un bon usage. Très bien. On va désormais s'attacher à un second volet qui te tient particulièrement à cœur. C'est vraiment la raison pour laquelle tu voyages à moto. C'est aussi et surtout pour aider celles et ceux qui n'ont pas grand-chose. Alors comment choisis-tu ta destination? Avant, c'était un petit peu au hasard, au feeling. J'allais dans un endroit, je savais qu'il y avait malheureusement l'Afrique, il y a tellement à faire. Enfin, l'Afrique, l'Asie, puisque j'ai fait aussi, je suis allé également en Asie, dans des orphelinats, des choses comme ça. Mais là, ces dernières années, c'est plus tourné sur l'Afrique. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et c'était un petit peu comme ça, au hasard, parfois même au hasard de certaines rencontres, notamment en Mauritanie. J'ai aidé un village, une école là-bas. Bon, j'ai eu quelques déboires et donc j'ai dû changer un petit peu d'orientation, parce que le problème, c'est que je suis ni une association, ni une ONG, ni rien. Je suis juste Max Aventure qui essaye comme ça de récolter un petit peu d'euros pour aller justement vers les autres et les aider. Mais aujourd'hui, je suis parrain d'une association, notamment au Maroc, à Yadi Al Khair. Et là, c'est quelque chose de plus structuré et je me consacre vraiment à eux. Comment t'organises-tu avant chaque départ? Comment je m'organise? Ben, déjà,
je décide plus ou moins où je vais aller. Donc, il faut trouver plus ou moins un point. Après, le tracé, c'est toujours un peu aléatoire aussi. Mais bon, à force, bon, il y a des endroits où on est un peu obligé d'y passer. Hein, parce que malheureusement, il y a un côté géopolitique qui intervient aussi souvent en Afrique. Hein, donc, il y a des endroits où on ne peut pas toujours y passer. Et donc, il faut faire aussi en fonction de ça. Donc, regarder un petit peu les cartes et ce qui se passe dans chaque pays qu'on souhaite traverser. Ça bouge beaucoup et la vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain, notamment au niveau des ouvertures et des fermetures de frontières. Sauf la frontière Maroc-Algérie qui, elle, est fermée depuis 1994 et qui n'est pas prête de rouvrir malheureusement. Mais voilà, donc je regarde un petit peu ma destination et puis j'essaye de récolter des fonds pour l'association. Je passe toujours à l'association dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Et puis j'achète sur place parce que malheureusement, voilà, sur une moto, c'est pas des gros 4x4 ou des choses comme ça où on peut transporter plein de choses. Donc j'achète sur place en fonction des besoins. Donc colis alimentaires, matelas, couvertures, vêtements, tout ce qui a besoin sur place. Médicaments, lait en poudre pour bébé. Plus loin en Afrique, ça va être aussi du riz, des sacs de riz, des ballots de vêtements, enfin plein de choses. Et combien de temps de préparation moyen pour un trip, pour un road trip? Alors combien de temps de préparation? Quelque part, je me prépare toute l'année dans l'absolu parce que je fais beaucoup de sport. Quand tu pars comme ça, 4, 5 semaines, c'est quand même du temps. Et tu affrontes des conditions qui sont quand même difficiles. Déjà, je pars de Luxembourg pour aller jusqu'en Afrique. Quand tu pars l'été, bon, ok, mais souvent je pars aussi l'hiver. Et descendre jusqu'à Sète ou Barcelone pour aller prendre le ferry au mois de décembre ou quand je reviens au mois de janvier ou au mois de novembre, enfin tous ces mois-là, c'est un peu moyen. Donc physiquement, il faut être quand même, bien sûr bien équipé, mais surtout il faut être en forme. Et puis la moto, elle est bien préparée ici chez Mototech, donc super bien bichonnée. Je ne me pose pas de questions, je sais que ça va rouler. Et après la préparation au voyage, voilà, je récolte un petit peu à droite à gauche des fonds comme je peux pour aller justement vers les autres, aller les aider. Préparation, en fait, je pars, je reviens et quand je suis sur la route du retour, je pense déjà au prochain voyage. Donc, je suis tout le temps dans le processus de rentrer, ouais, mais je veux repartir, quoi. Donc, c'est mon truc. Je comprends. Et une fois sur place, comment t'orientes-tu? Est-ce que tu demandes aux locaux? Est-ce que tu as une carte ou encore un GPS? Alors, le GPS, j'en ai pris un depuis 2 ans seulement. Mais avant, je voyageais vraiment à la carte, à la boussole. Et puis voilà, puis je suis seul. Donc pour aller à la rencontre des gens, c'est quand même plus sympa d'être sans, je dirais, sans cette technologie, même si cette technologie a du bon. Mais je veux dire, voilà, je suis perdu dans la cambrousse. Il y a toujours un paysan qui va me renseigner ou un villageois ou un autochtone qui va faire en sorte que ça va être une nouvelle rencontre. Et puis cette rencontre, elle va peut-être déboucher sur le fait que je vais dormir chez lui le soir et puis que je vais rencontrer sa famille et puis qui va m'indiquer des endroits où je ne pensais pas aller mais qui sont peut-être super. Et voilà, c'est ça en fait. C'est ce qui m'anime aussi, c'est rencontrer des gens pour voir et puis pouvoir justement profiter de leur savoir à eux parce que sur une carte, les cartes ne disent pas tout non plus. Effectivement. Alors, pourquoi le continent africain? Alors, pourquoi l'Afrique? Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, hein, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie. Et puis, je voulais découvrir le continent africain, parce que le continent africain, il y a aussi le Dakar. Hein, le Dakar qui a bercé notre enfance, en tout cas la mienne, avec Thierry Sabine et puis tous ces glorieux pilotes qui ont fait l'histoire du Dakar. Et donc, au départ, c'était vraiment aller jusque Dakar. Et aller jusque Dakar aussi en s'inspirant de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Antoine de Saint-Exupéry, de l'Aéropostale. Et d'ailleurs, j'adore Saint-Louis du Sénégal et je m'y arrête très très souvent, qui était le berceau de l'Aéropostale. Et mon premier voyage, en fait, c'était de faire sur Terre
ce que Syntex et ses acolytes faisaient dans les airs en partant de la France et pour aller emmener le courrier sur le continent africain avec toutes ces étapes, là, le cap Juby, le cap Barbas, le cap Bouche-d'Our, tous ces Tarfaya, tous ces caps, et puis pour aller jusque Dakar. Enfin voilà, ça aussi, je suis aussi bercé par cette histoire de l'aéronautique, de l'aviation et de Syntex, qui étaient aussi des grands pionniers, des grands aventuriers, quoi, qui partaient. Et eux, c'était vraiment une grande aventure que de partir avec leurs frêles petits avions. Effectivement. Alors, je sais que tu es également parti en Asie. Peux-tu nous expliquer ce que tu as fait sur place et combien de temps tu es resté là-bas? En Asie, c'est pareil. C'était toujours des voyages qui duraient autour de 4 semaines en général. Je suis allé surtout Vietnam, Cambodge, et notamment dans un orphelinat à Hue pour aider un orphelinat à Hue au Cambodge. Voilà, l'orphelinat Saint-Paul de Chartres de Sœur Chantal. Au total, tu as fait combien de voyages pour aider et améliorer le quotidien des locaux? Honnêtement, je suis incapable de le dire. Parce que chaque fois que je peux partir, je pars. Bon, maintenant, mes enfants sont grands. Alors, il y a une période, effectivement, où je ne partais pas, parce qu'il y a des enfants, il y a une vie de famille, c'est autre chose. Et puis, c'est une autre aventure aussi, hein, d'éduquer des enfants. Et donc, il y a eu un laps de temps où il n'y a pas eu trop de voyages humanitaires, on va dire. Mais dès que j'ai pu repartir, et maintenant, c'est plusieurs fois dans l'année. Et qu'est-ce qui t'anime pour faire ça et pour faire ça seul? Pour faire ça, parce que c'est déjà pour donner un sens à mes voyages. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où voyager, on prend un billet d'avion, on part et puis c'est réglé, quoi. Un tour opérateur, il y a tout ce qu'il faut. Non, moi, c'est vraiment la rencontre de l'autre, aller vers les gens et puis voilà, et puis apporter. Nous, on est un petit peu dans notre vieille Europe occidentale, aseptisée. On vit dans ce microcosme où on a tout. En fait, on est tout le temps en train de se plaindre et on n'a aucune raison de se plaindre. Et là-bas, ils ont toutes les raisons de se plaindre et ils ne se plaignent jamais. Donc, c'est ce paradoxe. Et moi, j'essaye, à mon petit niveau, humblement, d'aller donner un petit coup de main là-bas, un petit coup de pouce à ceux qui ont besoin. Est-ce qu'il t'est arrivé des galères? Ouais, des galères, forcément, ouais. Quand on part comme ça à l'aventure, ouais, il y a toujours des petites galères. Ouais. Des fois, des plus grosses galères. Ouais. Je me suis retrouvé en Mauritanie, jugé par un tribunal arbitraire. C'est particulier. Donc c'est une grosse galère, ça. Des blessures? Mais je m'en suis sorti, je suis là. Des blessures. Je roule à moto depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'avais jamais eu d'accident. Et l'année de mes 60 ans, c'est-à-dire en 2023, eh bien, j'ai eu 2 graves accidents et sur l'année, je cumule 19 fractures, donc c'est pas mal. Mais je suis là, je roule et la vie est belle, il faut en profiter. Voilà. Quelle a été la plus belle anecdote lors de l'un de tes voyages? Une belle anecdote, c'est une année quand je remontais, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je remontais au Mali, qui est un très beau pays, que malheureusement aujourd'hui on ne peut plus trop y aller. Et j'ai encore eu la chance d'y aller juste avant le Covid, pendant 3 ans. Même s'il y avait Barkhane et tout ça, mais bon, il y a des endroits où il ne fallait pas aller, mais bon, tout l'ouest du Mali, on pouvait y aller, donc c'était quand même pas mal. Et donc j'ai remonté sur une piste au Mali, en Côte d'Ivoire, pardon, pour rejoindre le Mali. Et c'était la brousse, et à un moment donné, il y avait un énorme étang que j'ai essayé de contourner. Et j'avais testé, hein, c'était dur, et puis à un moment donné, je me suis embourbé, et il y avait de l'eau, de la boue jusqu'au milieu de la moto, puis moyen d'avancer, au milieu de nulle part, mais vraiment de nulle part, rien. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever pour alléger au maximum la moto, essayer de sortir. Et puis c'était vraiment très très difficile, je m'en sortais pas. Ça a duré en temps. Et tout d'un coup, j'ai vu une vache qui arrivait, puis une deuxième, puis une troisième, tout un troupeau et un berger. Et ce berger, au milieu de la pampa africaine, voilà, il m'a sauvé la mise parce qu'il m'a aidé à m'en sortir.
On ne parlait pas la même langue, on ne se comprenait pas qu'avec des gestes, un morceau de bâton sur le sol, faire des dessins, etc. Et on a réussi comme ça à se comprendre. Et puis il a poussé la moto, je me souviens, il avait une espèce de djellaba blanche qui était maculée de boue parce que moi j'étais dessus, j'accélérais, enfin c'était épique. On a passé vraiment un moment extraordinaire sans se connaître, sans se comprendre. Et il m'a sorti de là. Et après, en faisant un petit dessin sur le sol, il m'a montré un chemin. Et j'ai compris quel chemin il fallait que je prenne, mais vraiment un petit passage dans la brousse. Et c'était vraiment épique, mais une aventure, ouais, une anecdote super. Aujourd'hui, je l'ai encore en tête. C'était il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, mais comme si c'était hier, quoi. Je veux dire, j'ai encore le visage de ce berger où on se comprend absolument pas, on parle pas la même langue, et on arrive à s'entraider. Et il me sort d'un bourbier, c'est le cas de le dire, et j'étais vraiment bien empêtré. Et voilà. Et en plus, en m'expliquant quel chemin je devais prendre, quoi. C'était extraordinaire. Et la pire anecdote? La pire anecdote, ouais, la pire anecdote, c'est la Mauritanie. La Mauritanie où j'ai aidé un village. Le problème de l'Afrique, c'est que, quelle que soit la taille du gâteau, tout le monde veut sa part. Et j'ai aidé un village, j'ai refusé de donner du riz à un directeur d'école que j'aidais, mais tout simplement parce que je lui ai dit, toi, tu n'as pas besoin de riz, tu as un salaire, tu as ce qu'il faut pour t'acheter du riz. Et voilà. Et le soir, il y a 3 jeeps de militaires qui sont arrivés avec les armes pointées sur moi et qui m'ont emmené à la ville. Et puis j'ai été jugé devant un tribunal arbitraire pour ingérence dans les affaires de l'État et trafic de denrées alimentaires. Bon, je m'en suis sorti, je suis là. Voilà, c'est le principal. Mais sur le moment, c'était pas cool. Par contre, j'ai jamais manqué de thé. C'est-à-dire que j'étais dans le tribunal et on m'apportait toujours un verre de thé. C'était le côté positif de la chose que je retiens. Est-ce qu'il est facile de se faire aider quand on est au milieu de nulle part? Toujours. C'est la débrouille africaine. Je veux dire, j'ai effectivement eu des galères avec la moto, toutes sortes de petites bricoles, des leviers cassés, des choses où je n'avais plus de levier, des choses comme ça. Et il y a toujours quelqu'un qui m'a aidé et qui a fait ce qu'il fallait pour que je puisse repartir. Et ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as réussi à transmettre ta passion auprès de tes proches? Mes enfants font de la moto tous les deux, mais ils m'ont demandé à passer le permis moto. C'était OK. Et puis, mais ils ne font pas des voyages comme j'en fais. OK. Quels sont tes projets aujourd'hui? Projet, j'attends la nouvelle T7 et je vais repartir avec. Mais là, je vais rejoindre, je pense, au mois de juin. J'ai 2 amis qui font le tour du monde à moto. On a déjà roulé ensemble au Maroc, on a roulé ensemble au Sénégal. Et là, je pense, tout dépend où ils seront au mois de juin, mais peut-être en Guinée. Et je vais peut-être les rejoindre en Guinée. On va rouler ensemble et toujours passer par l'association au Maroc et apporter des petites choses là-bas. Ça me tient à cœur. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ici. Me retrouver sur les réseaux, parce que bien sûr, il y a Max Adventure, il y a Facebook, il y a Instagram, Max Adventure 850. Et puis voilà, c'est déjà bien. Est-ce que l'on peut soutenir d'une façon ou d'une autre ton projet? Ah oui, le projet, on peut toujours le soutenir. Justement, vous passez par les réseaux. Et puis voilà, moi je suis prêt à rencontrer tout le monde, à aider tout le monde. Et si des gens ont besoin aussi de conseils pour aller un petit peu voyager en Afrique, voilà, c'est régulier où on me fait ce genre de demande et où je donne pas mal d'infos sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De rester mobile très longtemps pour pouvoir monter sur ma T7 et pouvoir partir et voyager, et donc la bonne santé. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite effectivement. Voilà. Souhaites-tu ajouter quelque chose?
Non, merci à vous pour cette petite interview, super sympa. Merci à mon ami Thierry de chez Mototech Luxembourg qui s'occupe bien de ma moto et qui m'a fait le plaisir de nous accueillir ici aujourd'hui. Voilà, on arrive donc à la fin de cette interview. Un grand merci à Mototech situé à Steinzoll au Luxembourg. Et puis naturellement, un grand merci à toi Max pour ton temps. C'était super intéressant. Je ne m'attendais vraiment pas au cours d'une très brève conversation, une brève rencontre avec Jean-Louis du Ténéré French Team au Salon de Lyon, de pouvoir te rencontrer. Et puis finalement, voilà, on est là aujourd'hui ensemble. Jean-Louis est aussi un vecteur de rencontre, donc je le salue à l'occasion s'il regarde cette petite interview. Salut Jean-Louis et merci à toi et à très bientôt. Voilà pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'ordinaire, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!